Monsieur Blot, merci de nous recevoir dans les locaux de votre association qui s'appelle Dialogue franco-russe. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire oui. le but de cette association? Cette association a été fondée il y a une dizaine d'années par les deux chefs d'État de l'époque, c'est-à-dire en France c'était Jacques Chirac, en Russie c'était déjà Vladimir Poutine, pour améliorer les rapports franco-russes, les développer dans le domaine surtout des affaires économiques des entreprises. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont membres de cette association et beaucoup d'échanges qui se font grâce à cette association. Mais l'association a aussi un deuxième objet qui est de faciliter la relation culturelle aussi. Hein. Voilà. Donc c'est une association déjà assez ancienne, effectivement, et qui continue ses travaux malgré les sanctions, parce que un certain nombre d'activités franco-russes sur le plan économique, évidemment, ont été arrêtées à cause des sanctions américaines et des sanctions de l'Union européenne. Mais l'activité ici continue quand même. Vous avez accepté de tenir une rubrique régulière pour Mediapresse Info. Avec plaisir. Sur la Russie, donc. Oui. Qui pour l'instant n'est pas un partenaire privilégié, c'est le moins qu'on puisse dire, de la France, mais qui de toute évidence va le devenir dans les mois qui viennent, dans les quelques mois qui viennent, enfin. Quelle que soit l'option qui sera prise, je pense que de toute façon on va vers cette orientation. Alors, aujourd'hui nous voulons parler du président russe, qui est particulièrement maltraité par les médias occidentaux, enfin, si on peut parler de médias, ils ne font que redire toujours la même chose. On dit que Poutine est un dictateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dictateur aux mains pleines de sang? Bon, je n'ai pas vu ses mains pleines de sang. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il faudrait quand même qu'on respecte la langue française où les mots ont un sens. Bon, un dictateur, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par la force et qui l'impose par la force, même si le peuple n'en veut pas. Bon, c'est absolument pas le cas évidemment de Poutine, puisque Poutine a été élu régulièrement dans des élections qui sont des élections pluralistes, où il y a plusieurs partis, y compris même ce qui reste encore du Parti communiste russe. Les institutions russes sont assez largement calquées sur les institutions françaises, avec un président élu, avec un parlement. Je dirais même qu'elles sont plutôt plus démocratiques que les nôtres, puisque par exemple les préfets en Russie sont élus par la population. Chez nous, les préfets sont nommés par le gouvernement. Donc voilà une différence par exemple. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie est un pays où le gouvernement fait la politique que souhaite la population, indiscutablement. Vous savez que la définition de la Constitution française de la démocratie, c'est la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors par le peuple, ça veut dire qu'il y a des élections, tout simplement, il y en a comme en France. Pour le peuple, ça veut dire que le gouvernement essaye de se battre pour le bien commun. Et pas pour une fraction de gens, pas pour une oligarchie, pas pour quelques privilégiés, voire même au profit de l'étranger. Or c'est le cas de la Russie. Et alors le résultat d'ailleurs est assez révélateur, c'est que dans les sondages qui ne sont pas faits par des organes gouvernementaux, hein, y compris les sondages des instituts occidentaux qui font des sondages en Russie, Poutine est soutenu par 86% de la population, ce qui est quand même un sacré résultat quand on compare avec ce qu'il en est en France, effectivement. Actuellement, on a un président qui fait 14% de soutien, à peu près. Le reste, quoi. Voilà, c'est le contraire. Et en réalité, pourquoi ce soutien est massif? C'est parce que Poutine fait la politique, effectivement, qui est souhaitée par le peuple russe. Au début, quand j'ai commencé ma coopération avec la Russie assez intense, depuis 2 ans, depuis que j'ai pris ma retraite au ministère de l'Intérieur, les Russes me disaient souvent, vous savez, Poutine, il est au centre. Alors, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je pensais à Beyrouth, je me disais, je ne vois pas le point commun. Et puis, en fait, non, il est au centre de l'opinion publique russe, c'est-à-dire, c'est pas lui qui oblige, disons, la Russie à avoir une politique favorable à la nation russe, favorable aux traditions, favorable au christianisme, pas du tout. C'est l'état général de l'opinion publique qui est comme ça. Et lui, il va dans cette direction, évidemment. Dire que c'est un dictateur, c'est doublement absurde, je dirais. C'est absurde d'abord parce qu'il est élu,
Et puis deuxièmement, c'est absurde parce que la politique qu'il mène, c'est vraiment celle qui est souhaitée par les Russes, d'où son succès d'ailleurs. Hein, mais je crois qu'on dit ça pourquoi? Parce que les Américains veulent absolument diviser l'Europe et la Russie pour asseoir un peu mieux leur domination. Et puis la deuxième raison, c'est que Poutine a pris plusieurs fois des prises de position, notamment en faveur du christianisme, qui l'ont rendu odieux à une partie des élites occidentales, qui sont des élites antichrétiennes. Hein. Moi j'étais au club de Valdaï, qui est un club d'experts, où Poutine vient une fois par an nous rendre visite. On se réunit sur la mer Noire à Sotchi, près de la mer Noire. Et il y a deux ans maintenant, ou 3 ans, il y a 3 ans, le président Poutine a fait une longue déclaration disant qu'il était très inquiet de l'évolution des choses en Occident, parce qu'il disait que les Occidentaux ne faisaient plus le distinguo entre le bien et le mal, et que c'était absolument dramatique. Et il a dit l'Occident ne s'en tirera que le jour où il retrouvera ses racines chrétiennes, que nous avons en commun d'ailleurs avec les Occidentaux en tant que Russes. Alors ça, je pense qu'on ne lui pardonne pas. Ce qu'on reproche, enfin ces derniers temps, disons les 2 ou 3 dernières années, ce qu'on a reproché à Poutine, c'est sa sordide agression contre l'Ukraine. Ah oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire? Oui, volontiers, volontiers. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, d'abord, il faut savoir que l'Ukraine et la Russie, ce sont 2 pays cousins, pour ne pas dire frères, qui parlent à peu près la même langue. L'ukrainien n'est pas très éloigné du russe. En plus, les Ukrainiens parlent tous russe, pratiquement. Alors, ça dépend des régions d'Ukraine. C'est vrai que c'est un pays qui est quand même un peu divisé entre une partie ouest et une partie est. À l'est et au sud, on parle d'abord russe essentiellement, on parle quasiment pas l'ukrainien ou peu. À l'ouest, on parle effectivement beaucoup plus l'ukrainien, donc là il y a une différence effectivement. Ensuite, il y a des différences historiques, c'est que la Russie, l'Ukraine a fait partie de la Russie depuis Catherine II, on peut dire largement, donc depuis des siècles, et il y a un petit morceau de l'Ukraine qui effectivement est différent, c'est ce qu'on appelle la Galicie, qui a été longtemps une région polonaise, puis une région autrichienne, faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Religieusement, c'est un peu différent, parce que l'Ukraine, comme la Russie, est plutôt orthodoxe, mais dans cette région de la Galicie, il y a ce qu'on appelle les gréco-catholiques ou les uniates, c'est-à-dire des orthodoxes, enfin ils ont des rites orthodoxes, mais par contre, ils obéissent, ils reconnaissent, disons, la primauté du pape. Donc là, il y a une différence aussi. Donc c'est une région qui a ses particularités, et où on n'aime pas beaucoup les Russes, mais il faut bien dire que c'est une région qui n'a jamais été russe. C'est Staline qui, en 1945, a arraché cette région dans la capitale Lvov à la Pologne, a chassé les habitants polonais, et y a mis des Ukrainiens. Bon, donc c'est une région vraiment un peu particulière. Mais si on met à part cette région particulière qui fait 4 millions d'habitants à peu près sur 40 millions, le reste de l'Ukraine est très proche de la Russie, et même la population dans son ensemble est favorable à la Russie. Alors, il s'est passé une chose, c'est que on a fait miroiter à l'Ukraine une richesse illusoire en disant si vous entrez dans l'Europe, vous allez devenir aussi riche que la France ou l'Allemagne. Bon, c'est un pays pauvre, évidemment. Et puis, en même temps, le gouvernement de l'époque, de M. Yanukovych, voulait que l'Ukraine se rapproche d'un grand projet de Poutine qu'il appelle l'Union eurasiatique, qui regroupe, qui est une sorte de marché commun, si je puis dire, pour les pays qui ont toujours eu des liens privilégiés avec la Russie. Actuellement, dans cette union, vous avez l'Arménie qui est pro-russe parce qu'elle a toujours été menacée par la Turquie et par les musulmans. Donc vous avez l'Arménie, vous avez la Biélorussie, qui ressemble à la Russie comme 2 gouttes d'eau, en fait, mais qui est à peu près de la taille de la Pologne, c'est un pays beaucoup plus petit, qui a 10 millions d'habitants. Vous avez le Kazakhstan, en Asie centrale, donc où tout le monde parle russe. Vous avez le Kyrgyzstan, qui est un peu un petit Kazakhstan, disons, avec 5 millions d'habitants. Le Kazakhstan en a 17 millions. Tous ces pays-là font partie de cette union eurasiatique. Le projet était d'ajouter l'Ukraine. Et quand Yanukovych a voulu faire entrer, disons, son pays dans cette union, d'abord Bruxelles a dit pas question, c'est l'un ou l'autre, vous choisissez soit l'Europe, soit cette union eurasiatique, mais vous ne pouvez pas faire partie des deux, on se demande pourquoi. Et là, il y a des manifestations de rue donc, qui se sont développées, qui ont pris une tournure de plus en plus violente, à tel point que le président élu, qui était Yanukovych, a été chassé, au péril de sa vie d'ailleurs. Donc c'est un coup d'État en fait. Il y a eu un coup d'État appuyé par les Occidentaux de façon ouverte pratiquement, et notamment par les Américains.
Et à la suite de ce coup d'État, il y a la moitié de l'Ukraine à peu près qui a voulu faire dissidence. C'est-à-dire que dans la moitié des districts qui composent l'Ukraine, on a dit, nous, on ne veut rien avoir à faire avec ce gouvernement de Kiev, qui est un gouvernement autoritaire qui n'a aucune légitimité. Mais par contre, on voudrait effectivement soit devenir indépendant, soit se rapprocher de la Russie. Ça, c'était quand même à peu près la moitié de l'Ukraine qui était dans ce cas-là, notamment toute la bande sud, le bord de la mer Noire. Et ils ont demandé des référendums, et ils n'ont pas eu le temps de les organiser, mais ils ont fait des votes dans les conseils de district qui ont tous demandé le rattachement à la Russie ou l'indépendance. Bon. Parmi cette moitié de l'Ukraine qui a demandé à être détachée de Kiev, il y en a une qui a eu plus de chance que les autres, si je puis dire, c'est la Crimée, parce que c'est une presqu'île, donc elle est isolée, etc. Et la Crimée, avec l'appui, effectivement, des forces russes, qui sont arrivées dans le pays, et il n'y a pas eu un seul mort, d'ailleurs c'est même rare de voir des choses comme ça, ils ont organisé un référendum en Crimée, qui a donné 90% de gens favorables au rattachement à la Russie. Et donc la Crimée, maintenant, fait partie de la Russie. Alors évidemment, le gouvernement de Kiev est foudrage, mais la volonté de la population est tout à fait nette. Et si on laissait la liberté au reste des Ukrainiens, il y a à peu près la moitié de l'Ukraine qui demanderait la même chose que la Crimée. Alors la Crimée était dans un état absolument lamentable, parce que l'Ukraine est un pays de voyous, pour dire la vérité, enfin pas le peuple, mais les dirigeants sont des voyous, des gangsters depuis des années et des années, et c'est un pays donc extrêmement pauvre. Actuellement, ça s'est encore aggravé, et actuellement, le niveau de vie, c'est 20%, un quart du niveau russe à peu près. Donc c'est terrible. Alors, il y a deux provinces qui, elles, n'ont pas voulu se laisser faire, qui sont les provinces qu'on appelle du Donbass. Le Donbass est un bassin minier où il y a du charbon. Et ces deux provinces de Donetsk et de Lugansk ont fait sécession et ont proclamé leur indépendance. Puis ensuite, elles ont demandé à se rattacher à la Russie. Et à ce moment-là, le gouvernement de Kiev a envoyé l'armée pour écraser cette rébellion à coups de canon, avec l'accord d'Occident, qui a trouvé ça tout à fait normal. C'est assez curieux d'ailleurs, soi-disant, on est censé être favorable à la démocratie, donc, et laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ben non, là on les a attaqués militairement, et eux se sont défendus parce qu'ils avaient des stocks d'armes énormes qui dataient de l'ancienne Union soviétique. Et depuis, vous avez la guerre civile donc entre ces deux républiques, de Donetsk et de Lugansk, et puis le reste de l'Ukraine. Donc il y a une guerre civile qui s'est ajoutée à tout cela, avec énormément de morts, plusieurs dizaines de milliers de morts, et puis beaucoup de gens ont fui la région, évidemment, parce que si vous voyez vous ne verrez pas à la télévision française, malheureusement, les villes de Donetsk et de Lugansk, c'est aussi horrible que Alep, hein. Tout est en ruine, tout est détruit, c'est bombardé en permanence, et une partie de la population s'est donc échappée. Et alors là, on a vu un phénomène très intéressant, d'ailleurs, si je puis dire, enfin très triste, mais en même temps intéressant, c'est que 1 500 000 Ukrainiens ont quitté cette région pour se réfugier en Russie. Et alors, en même temps, les Occidentaux disaient la Russie agresse l'Ukraine, la Russie agresse l'Ukraine, la Russie agresse l'Ukraine. Moi, j'ai jamais vu des réfugiés partir dans le pays agresseur. En 1940, quand les Allemands ont agressé la France, on n'a pas vu... Il y a eu des réfugiés sur les routes, hein, ils partaient vers le Midi. Mais on n'a jamais vu de réfugiés français partir vers l'Allemagne en disant on va aller chez Hitler, là on sera bien, évidemment. Ben là c'est exactement ça. Les gens se sont réfugiés en Russie parce qu'ils considèrent que les Russes ce sont leurs frères, quoi. Et ils n'ont jamais pensé un seul instant qu'il y avait une agression russe, qui n'a jamais été prouvée jusqu'à présent d'ailleurs. Ce sont les troupes locales qui se battent, hein. Il n'y a pas de troupes russes en Ukraine. Et donc, alors il y a des volontaires, c'est vrai, il y a des volontaires à titre privé qui viennent se battre avec les Ukrainiens. Bon, et ça c'est de tous les temps, si je veux dire. Donc c'est une guerre civile en réalité. C'est une guerre civile où le gouvernement ukrainien essaie d'écraser une partie de sa population qui ne veut pas se soumettre. Voilà. Alors, il faut dire d'ailleurs que dans les raisons qui font que ces peuples ne veulent pas se soumettre, il y a quand même une raison assez évidente, c'est que le gouvernement ukrainien a interdit la langue russe. Alors ce sont des régions où tout le monde parle russe. Donc si on vous interdit votre propre langue, évidemment on comprend évidemment que vous descendez dans la rue pour vous défendre, hein. Voilà, donc en réalité l'Ukraine c'est une guerre civile. Le gouvernement de Kiev, c'est un gouvernement complètement autoritaire, avec même des milices extrémistes plus ou moins pro-nazis, parce qu'ils sont très antisémites en plus. Alors on n'a pas le droit d'être antisémite aujourd'hui en Europe occidentale, mais en Ukraine, oui, ça c'est autorisé par les Occidentaux. C'est assez extraordinaire. Et alors donc ce gouvernement donc fascisant, il faut bien dire, cherche donc à écraser une partie de sa population avec l'accord des Occidentaux. Voilà en fait ce qui se passe.
Bon, heureusement, il y a eu les accords de Minsk qui ont été signés par les Russes, les Ukrainiens, et y compris les rebelles, etc. Mais les Ukrainiens refusent de les appliquer. Donc, du coup, la guerre continue. Donc, c'est une guerre civile qui continue. Alors, on accuse la Russie de façon complètement absurde, puisque, en fait, c'est une guerre civile entre Ukrainiens, en quelque sorte. La Russie n'y participe pas du tout. L'armée russe n'est pas installée en Ukraine. C'est complètement absurde. L'autre point qu'on reproche encore plus à Vladimir Poutine, c'est son action en Syrie. Donc, oui. le bain de sang d'Alep. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on en pense du côté russe? Alors, du côté russe, on pense d'une façon générale que les États du monde arabe ne sont pas évidemment des États démocratiques en général. Pour le coup, c'est un peu des États autoritaires, parfois même des dictatures. C'est un fait. Seulement, ces dictatures ne sont pas toujours épouvantables et elles respectent généralement les minorités, notamment chrétiennes, qui sont sur les territoires. Et le gouvernement américain, depuis plusieurs années, cherche à déstabiliser tous ces régimes, mais sans dire ce qu'ils mettraient à la place. Et ce qui fait qu'en fait, finalement, ce sont les islamistes qui prennent le pouvoir, ou qui désorganisent tout. C'est ce qui s'est passé en Libye, où la France n'a pas joué un très bon rôle, d'ailleurs à cause de Sarkozy dans cette affaire. C'est ce qui s'est passé en Irak. Alors en Irak, les gens n'ont jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui, parce que ça fait des années que la guerre dure, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Alors sous Saddam Hussein, c'était sans doute peut-être pas le paradis, mais en tout cas, les gens vivaient en tout cas beaucoup mieux que maintenant, évidemment. Et en Syrie, pareil, il y a eu donc une révolte dont le fer de lance, c'est bien sûr les islamistes totalitaires. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tous les porte-paroles des communautés chrétiennes en Syrie soutiennent le président Bachar al-Assad, non pas parce qu'ils le considèrent comme un type formidable à tous égards, bien sûr, c'est un homme autoritaire, mais ils disent Bachar el-Assad, il fait partie lui-même d'une minorité, les alaouites, que en général les musulmans classiques, disons, détestent, et donc il nous protège. Et du jour, mais Saddam Hussein c'était pareil, il avait même un ministre chrétien, comme vous savez, son ministre des Affaires étrangères était un chrétien d'Orient, et là, les chrétiens, et notamment y compris les autorités ecclésiastiques locales, disent si Bachar el-Assad est battu, si son armée est battue, on va tous être massacrés par les musulmans fanatiques. Alors, l'armée de Bachar el-Assad a montré des faiblesses ces dernières années face à la rébellion, qui était financée par l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin qui sont des États extrémistes sur le plan religieux, et puis aussi la Turquie à l'époque. Et donc, la Russie a vu, avec beaucoup d'inquiétude, le régime de Bachar el-Assad s'effondrer, en se disant on va encore avoir des extrémistes musulmans, et Poutine sait ce que c'est, puisqu'il s'est battu contre les Tchétchènes, qui étaient eux-mêmes des extrémistes dans le Caucase russe. Et il s'est dit donc il faut que je vienne à son secours, et donc du coup l'armée russe a envoyé des avions essentiellement pour aider l'armée syrienne à tenir le coup face aux islamistes déchaînés. Et là, les Occidentaux sont bien gênés, parce qu'officiellement, ils peuvent pas être pour les islamistes. Alors, ils ont dit, mais oui, mais il y en a deux sortes. Il y a les islamistes méchants, et puis il y a les islamistes gentils, qui sont en fait des gens d'opposition à Bachar el-Assad, et nous, on soutient ces gentils. Bon, sur le terrain, c'est impossible de distinguer entre les uns et les autres. Hein. Ils ont les mêmes barbes, et je crois qu'ils ont aussi les mêmes convictions, évidemment. Donc, les Occidentaux ont fait un double jeu, en quelque sorte. Et puis, en plus, ils laissent leurs alliés, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et le Qatar, financer les extrémistes, y compris en Irak, y compris là où il y a le Daesh, disons, l'État islamique. Donc, Poutine a dit tout ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut savoir si on peut écraser les terroristes ou pas écraser les terroristes islamiques. Moi, ma volonté est tout à fait claire. Et pour empêcher ce cancer de l'islamisme d'envahir tout le Moyen-Orient, il faut des États. Il faut des États forts. Et il faut pas détruire les États. Et il faut respecter les nations et respecter les États. Bachar el-Assad, il a été élu quand même. Et donc, moi, je soutiens l'État syrien contre ceux qui veulent le déstabiliser. Et donc, j'ai envoyé mon aviation. Et alors, évidemment, depuis que l'aviation russe est là, l'armée de Bachar el-Assad est en train, peu à peu, d'écraser les terroristes. Et les Occidentaux, et notamment l'ancienne direction américaine, puisqu'elle a été battue aux élections, mais toute l'équipe Clinton, Obama, etc., ils sont fous de rage, parce qu'eux, ils auraient voulu, évidemment, que les terroristes gagnent, finalement. Même ils ne le diront pas comme ça, mais enfin, en fait, c'est ça.
Donc je dirais, Poutine a pour lui deux atouts. D'abord la franchise, au moins sa politique est claire, ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. Et deuxièmement, des moyens techniques évidemment tout à fait considérables. Alors c'est là où on a découvert aussi, les Occidentaux ont découvert que l'armée russe n'était pas du tout un paquet de tanks rouillés comme on le croyait, comme ça a été le cas d'ailleurs à un moment, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Maintenant ils ont des armes ultra modernes et ça ennuie beaucoup évidemment, surtout les Américains, je dirais. Pour terminer ce court entretien, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la vie en Russie actuellement? Parce qu'on oui. on nous présente comme un pays pauvre, exploité. Quelle est votre impression? Alors, je vais répondre de deux façons. D'abord, vous avez les chiffres qui existent, ceux de la Banque mondiale, ceux du Fonds monétaire international, bon, et qui montrent que la Russie a à peu près la même production intérieure brute, comme on dit, que l'Allemagne. La Russie, c'est comme l'Allemagne économiquement, donc c'est loin d'être un pays pauvre. Alors, bien sûr, il y a plus d'habitants en Russie, hein, donc le niveau de vie est plus faible. Le niveau de vie est à peu près est un peu au-dessus de celui de la Pologne, ce qui est pas mal. Évidemment, par rapport à la France, disons que ça fait un tiers de moins. Hein, ils sont un tiers de moins riches que nous. Mais moi, je vais souvent en Russie, c'est vrai, parce que j'y donne des cours. Et je donne des cours, par exemple, dans une petite ville qui s'appelle Novgorod, qui a été d'ailleurs une des villes les plus anciennes de la Russie, qui a été fondée par Vladimir, qui était le prince qui a christianisé la Russie, vous savez, en 988, c'est leur Clovis à eux, si je puis dire. Et donc à Novgorod, je vois les professeurs d'université qui sont avec moi, ils m'invitent chez eux, ils ont des villas, ils ont en général un appartement dans la ville et une villa à la campagne, avec 2-3 voitures pour pouvoir faire l'aller-retour. C'est quand même un niveau de vie tout à fait enviable et tout à fait correct. On ne voit pas de SDF, de mendiants dans les rues comme on le voit en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens pauvres, bien sûr. D'après les indications, là aussi, des chiffres internationaux, on dit qu'il y a 10% de la population qui est vraiment pauvre. Mais à l'époque de la chute de l'Union soviétique, c'était la moitié de la population qui était pauvre. Donc il y a eu un redressement extraordinaire. Et depuis que Poutine est président, le niveau de vie a triplé. Donc vraiment, alors, toutes les indications qu'on a, quand vous y allez, d'ailleurs, si vous allez à Moscou, vous verrez une ville absolument splendide, une très belle ville, vous avez toutes les commodités qui existent en Occident, c'est pareil, hein, il n'y a aucune différence, et je dirais même que c'est peut-être plus brillant, c'est le cas de le dire, parce que comme l'énergie ne coûte pas très cher, la Russie est le premier producteur de pétrole du monde, quand même, avec l'Arabie Saoudite, aussi le premier producteur de gaz, donc l'énergie, je pense, ne doit pas être très chère. Ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que Moscou est illuminé, ce qui fait que la nuit, mais tout est illuminé, la plupart des immeubles sont illuminés, ce qui fait que c'est évidemment très très beau, si vous voulez. Et quand vous rentrez ensuite en France, vous dites, même Paris, on a l'impression que c'est un peu sombre, parce qu'on est habitué évidemment aux illuminations de Moscou. Donc là aussi, on fait beaucoup de propagande. D'ailleurs, tous les gens, heureusement, maintenant les frontières sont ouvertes, on peut aller en Russie comme on veut, c'est pas une dictature comme l'Union soviétique. Et on peut se balader où on veut aussi, vous n'êtes pas suivi par la police. Il n'y a plus de passeport intérieur. Non, vous pouvez. Il faut un visa, bien sûr, pour pouvoir. Mais le visa, il est imposé par les Occidentaux, parce que les Russes demandent la suppression du visa. Et donc, il faut un visa. Mais une fois que vous avez votre visa et que vous êtes en règle avec ce visa, vous pouvez aller jusqu'au Japon, pratiquement, parce que la Russie s'étend jusqu'au Japon. C'est un continent, hein. C'est sûr quelque chose qu'on a du mal à imaginer. C'est un pays qui commence au niveau de la Pologne et finit au niveau du Japon. Donc c'est grand comme toute l'Afrique, par exemple. C'est comme si, quand vous dites je vais en Russie, c'est comme si je vais en Afrique, quoi. Bon, en fait, on peut jamais tout voir, évidemment. Moi, je connais surtout la Russie d'Europe. Mais dire que c'est un pays misérable, je connais des pays d'Europe de l'Est qui ont intégré l'Union européenne, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Dans les rues, il suffit de se promener dans les rues de Bucarest ou de Sofia, vous voyez tout de suite que c'est des pays bien plus pauvres que la Russie, bien plus pauvres que la Russie. La Russie n'a pas encore notre niveau de vie à nous, c'est vrai, hein, je vous dis, il leur manque à peu près un tiers peut-être, mais l'économie est tout à fait prospère, il n'y a pas de chômage, alors qu'en France on a 10% de chômeurs, même 25% chez les jeunes, eux c'est pas le cas, il n'y a pas de chômage. Et puis alors, il y a quelque chose qui permet l'enrichissement, bien sûr, de la Russie, c'est le système fiscal, parce que nous, on est matraqués. En fait, l'Union soviétique, c'est la France, je dirais. On est matraqués fiscalement, comme chacun le sait, en France, et beaucoup de Français, de jeunes cadres, notamment, partent en Angleterre pour gagner leur vie, parce qu'ils trouvent qu'en France, les impôts sont trop lourds. Ça, c'est les impôts socialistes, hein. Mais enfin, il n'y a pas que les socialistes qui ont fait monter les impôts. Et en Russie, vous avez, par exemple, je prends juste un exemple, l'impôt sur le revenu. C'est en technique fiscale, ça s'appelle une flat tax, une taxe plate, c'est-à-dire une taxe qui a un seul taux. Vous payez 13%.
Que vous soyez milliardaire ou que vous soyez modeste, vous paierez toujours 13% et pas plus. Ce qui veut dire que les gens assez riches, effectivement, gardent leur argent, ils ne le donnent pas à l'État comme c'est le cas chez nous, et du coup ils investissent, ils achètent des actions, et c'est toute l'économie qui en profite, ça c'est tout à fait certain. Alors, il y a quelques pays qui ont d'ailleurs le même système dans le monde occidental, mais enfin la France c'est pas le cas évidemment. Donc l'économie, et même les sanctions finalement se sont un peu retournées plutôt contre nous, malheureusement, contre nos agriculteurs. Parce que les Russes ne souffrent pas des sanctions. Vous allez dans un marché, un magasin d'alimentation, vous avez tous les aliments que vous voulez, il n'y a absolument aucun problème. Il y a simplement au niveau des banques, les banques russes sont isolées et ne peuvent pas faire d'affaires financières, dans beaucoup de cas, avec les banques occidentales. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés du côté des Chinois, de l'Inde, etc. Vous ne pouvez pas isoler la Russie, c'est ce que comprennent pas, enfin, ou ne veulent pas comprendre, notamment nos amis américains, ils ne veulent pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas isoler un continent. Je me souviens de photos d'un film qu'il y a eu au moment de la fête du 9 mai. Chaque année, le 9 mai, les Russes fêtent leur victoire sur le nazisme. Et il y a donc ce grand défilé de l'armée russe. Autrefois, c'était l'armée rouge. Bon. Et la dernière fois, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'était le 9 mai dernier. D'abord, le ministre de la Défense s'est arrêté à l'entrée de la place rouge. Et puis là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Sa voiture s'arrête, c'est une voiture décapotable. Et il s'est levé, il a enlevé sa casquette, il a fait le signe de croix, et les caméras, qui sont les caméras officielles là pour le coup, se sont braquées sur une icône du Christ qui était juste au-dessus de lui. Bon, il n'y a pas beaucoup de pays où les choses se déroulent comme ça au niveau d'une fête nationale. Et ensuite, il a donc passé en revue les troupes, et ensuite les troupes ont défilé. Et les commentateurs occidentaux ont dit, Poutine doit être bien embêté parce qu'il est complètement isolé. Et sur la tribune, vous aviez Poutine, et à sa droite et à sa gauche, il y avait le chef de l'État chinois et le chef de l'État indien. Donc deux pays qui font chacun 1,3 milliard d'habitants. Donc il était isolé au milieu de 2,6 milliards de gens. Non, je veux dire complètement grotesque. Quoi. Comment voulez-vous isoler? Alors, isoler la Russie, ça veut dire qu'on gêne les rapports avec la France ou avec l'Angleterre, d'accord. Mais il y a quand même d'autres pays dans le monde. Et puis le pays est tellement grand, effectivement, ils trouvent à ce moment-là d'autres alliés. Mais cela dit, il ne faut pas se tromper, les Russes sont très pro... ils considèrent que le christianisme a créé un terreau commun entre les Russes et les Occidentaux, et ils se considèrent comme des Européens à ce titre. Ils ne se considèrent pas comme des Chinois ou comme des Indiens, bien sûr. Et donc il n'y a pas de risque de voir la Russie basculer complètement à l'Est, comme certains le croient parfois. Merci beaucoup, Monsieur Blot. Merci de toutes ces informations, et je pense que nous allons très rapidement revenir et puis essayer de donner beaucoup plus d'informations sur ce pays qui nous tient tellement à cœur. Ce sera pour moi un grand plaisir de travailler avec vous sur un média enfin indépendant, parce qu'ici c'est rare. Merci beaucoup.